Table ronde qui porte sur la même thématique, l'évaluation, la mesure participative évidemment, mais la mesure de ces situations de pauvreté, l'évaluation de ces situations de pauvreté. Nous en partagerons l'animation de manière un peu improvisée, Stéphane Corbin et moi, avec plaisir. Je vais donc lui laisser la parole pour qu'il puisse ouvrir le contenu même de cette table ronde, sachant que nous serons très contraints par l'heure de fin à cause de l'Assemblée générale, mais ce n'est pas sympa de le dire comme ça, grâce à l'Assemblée générale du CNAEMO, dont il faut prendre le plus grand soin également. 2 minutes pour que Stéphane s'exprime de mieux en mieux en langue des signes, c'est formidable. Donc, voilà. Allez, il nous faut commencer. Bien, alors la question de l'évaluation des situations familiales pose nécessairement en creux celle des représentations a priori des problèmes familiaux et plus largement de la pauvreté. Qu'est-ce que la norme et qu'est-ce que l'écart à la norme? De manière générale et sans doute de manière caricaturale, il est 2 façons opposées de considérer la marginalité et son éventuel rapport à la pauvreté. Ou bien la marginalisation est subie, le pauvre est victime d'un système social qui le marginalise, ou bien on estime que chacun, étant considéré a priori comme responsable, la marginalisation est conçue comme voulue. Elle est, si l'on veut, le résultat d'un refus d'intégration. 2 conceptions de la cohésion sociale peuvent en découler plus ou moins directement. La cohésion sociale, c'est le respect le plus absolu de la norme au risque de l'uniformisation, de la standardisation, ou bien la cohésion sociale, c'est le résultat complexe, en partie conscient et voulu par les acteurs, en partie imposé du dehors par la société, par les normes sociales elles-mêmes, d'un jeu permanent entre la norme et l'écart à la norme. À une conception de la cohésion sociale de la société bien liée qui se réduirait à l'illusion de l'absence de déviance, le risque zéro, la tolérance zéro, s'oppose donc une conception où l'ordre social n'est possible qu'à la condition d'être mis à l'épreuve du désordre qui le ravive ou l'amène à changer. Cette dernière conception conduit à interroger d'une manière plus complexe la place des pauvres et des marginaux, qui ne seraient pas seulement ceux qui entravent la cohésion sociale, mais ceux qui peuvent la mettre à l'épreuve. Pourtant, il apparaît que les pauvres ne sont pas reconnus de la fonction sociale qui, de l'extérieur de leur marginalité, consiste aussi à renforcer cette cohésion sociale, et il n'est pas sûr en effet que les choses aient beaucoup changé depuis un peu plus d'un siècle, c'est-à-dire depuis cette époque où Georg Simmel écrivait « Le but de l'assistance est précisément de mitiger certaines manifestations extrêmes de différenciation sociale, afin que la structure sociale puisse continuer à se fonder sur cette différenciation, précisant alors « Il n'y a aucune raison d'aider le pauvre plus que ne le demande le maintien du statu quo social ». Avant donc de vous proposer de répondre à cette question du rapport souvent complexe entre contrôle et stigmatisation, j'aimerais que chacun puisse s'exprimer sur la façon dont, depuis la singularité de son institution, mais aussi depuis sa propre singularité, il envisage l'évaluation des situations familiales, c'est-à-dire quels critères d'évaluation sont retenus pour aider les familles. Et pour ça, la première prise de parole est donnée à Madame Elisabeth Partenay-Ressier, qui est chef de service aide sociale à l'enfance, responsable de l'unité protection de l'enfance. Je vous en prie, madame.
Bonjour tout le monde. Donc effectivement, je suis responsable de l'unité de protection de l'enfance dans le service aide sociale à l'enfance du Conseil général de l'Aude. Dans cette unité protection de l'enfance se trouve la cellule information préoccupante. Pas seulement, puisque comme je l'ai dit ce matin lors d'une question posée au juriste qui est intervenu, j'ai aussi la consultation des dossiers de l'aide sociale à l'enfance et des informations préoccupantes. Donc du coup, on est au début et à la fin de la chaîne, puisque l'information préoccupante est une des principales entrées dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance et éventuellement après dans le système judiciaire. Donc effectivement, en ce qui concerne l'évaluation dans nos missions, c'est une évaluation qui est encadrée déjà par la loi du 5 mars 2007 qui a créé les cellules les cellules de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes. Donc pour relier le thème du colloque, la pauvreté, n'est en aucun cas un critère de l'information préoccupante, mais est effectivement un facteur qui intervient tout au long de l'évaluation quand on évalue des familles qui ont ce type de difficultés. Mais on a parlé tout à l'heure des familles pauvres et des familles riches. Moi, je dirais que l'information préoccupante concerne autant les familles pauvres que les familles riches, en tout cas sur le point de départ, sur les informations qui sont reçues à la cellule. Après, Bon, on prendra le temps de développer. On va, si vous voulez bien, continuer notre premier tour de table en donnant la parole à Madame Sylvaine Schumacher, qui est vice-procureure de la République à Perpignan. Alors, du côté de la justice, comment regarde-t-on cette question de l'évaluation de ce que nous avons appelé la pauvreté? La thématique de la pauvreté n'est pas un élément qui fait partie des choses notables dans les informations, les signalements qui nous sont faits. Il est vrai qu'on a quand même plus rarement affaire à ce qui était appelé tout à l'heure des familles riches dans les signalements qui nous arrivent. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, effectivement, je crois que la question était posée de façon tout à fait pertinente lors de la vignette qui est intervenue tout à l'heure. Il me semble effectivement que les situations qui nous arrivent dans des milieux qui sont peut-être socialement plus favorisés que d'autres arrivent effectivement peut-être de façon un petit peu plus tardive, ce qui pose le problème de la détection, le problème du signalement, le problème d'identification des problématiques. Et la question qu'il est intéressant de se poser, c'est est-ce qu'on entre plus facilement ou est-ce qu'on a un regard plus facile sur les familles qui ont des difficultés sur le plan social que dans des familles qui sont socialement plus favorisées et qui, par des mécanismes, je ne sais pas si on peut appeler ça des mécanismes de défense, mais qui en tout cas rendent le regard et le diagnostic de difficultés éducatives beaucoup plus difficiles. Bien, merci. Alors on poursuit et on va donner la parole à Madame Laurence Grandjean, qui représente ici la FN3S. Et s'il vous plaît, on ne va pas faire comme si tout le monde savait ce que c'était que la FN3S. Merci de nous développer. Voilà, donc au titre effectivement là, de la FN3S, c'est-à-dire la Fédération nationale des services sociaux spécialisés, c'est pour ça 3S, en protection de l'enfance, voilà, et qui s'intéresse plus particulièrement aux mesures d'investigation. Donc je suis là plus au titre de la mesure judiciaire d'investigation éducative, la MJIE, au civil comme au pénal, je pense qu'on est plus sur le civil aujourd'hui, qui a succédé aux anciennes mesures d'investigation qui étaient l'enquête sociale et l'IOE, investigation et orientation éducative, donc depuis janvier 2012. Voilà, je ne vais pas faire un long laïus là-dessus, mais je pense que ça parlera aux uns et aux autres. Donc je suis effectivement là au titre de la FN3S, puisque je suis au conseil d'administration et donc plus en charge de le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, avec un appui sur Midi-Pyrénées aussi, parce que c'était un petit peu grand sinon. Voilà, donc qu'est-ce qu'une mesure d'investigation? Voilà, et quand est-ce qu'elle arrive? Elle arrive voilà, après les circuits. C'est aussi pour ça qu'on est dans cet ordre-là. Après, très généralement, qu'il y a eu un passage par la cellule enfance en danger, par le parquet, par le juge des enfants, et ensuite ça arrive au niveau de la décision du juge des enfants, soit par une mesure d'investigation, quelquefois par d'autres interventions. Alors quel est l'objet de la mesure d'investigation? Elle est de faire le point globalement sur la situation de l'enfant,
lui-même, je dirais, dans son évolution en lien avec son âge, lui-même dans sa famille, lui-même dans son environnement et dans tous les domaines de sa vie. On parle beaucoup de pauvreté économique. J'aimerais bien aussi mettre l'accent sur toutes les pauvretés qu'il peut y avoir au sein d'une famille, qui sont la pauvreté affective, quelquefois, mais des pauvretés culturelles, des pauvretés sociales avec un isolement massif. Donc il y a tous ces éléments-là, et l'investigation porte sur tous les domaines de la vie du jeune et sur le parcours qu'il a pu y avoir préalablement. Alors bien sûr, en théorie, la situation arrive en MJE quand il y a eu tous les critères de la loi de 2007 préalablement, c'est-à-dire impossibilité, on ne peut pas d'effet des mesures administratives. Bon, après, parfois, il y va aussi des choix, des options des magistrats. Donc, par rapport à ça, globalement, on est dans du recueil d'informations, c'est-à-dire quand même qu'on se base sur le signalement de départ. On a les éléments de départ qui ont été signalés par le magistrat. L'idée, c'est quand même de faire un petit peu un pas de côté, c'est-à-dire pas forcément dans la ligne droite. On tient compte de tous ces éléments-là, mais on est dans un recueil d'informations, de faits. La justice se base sur des faits, donc c'est important d'avoir ces recueils de faits, puis un travail d'analyse, de réflexion, d'analyse, et au terme de la mesure d'investigation, des propositions qui sont faites aux magistrats pour la suite à donner, avec, comme la circulaire de 2010 le prévoit pour la MJE, différentes hypothèses à faire et indiquer leur faisabilité, ce qui est important dans l'état actuel, à la fois par rapport aux familles, mais par rapport aux moyens dont nous disposons. J'ai entendu parler de moyens tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas faire trop long là-dessus, mais la finalité de la MJE, c'est une aide à la décision du magistrat. Donc ce recueil d'éléments qui permet de transmettre tous les éléments au magistrat qui vont l'aider à prendre sa décision pour la suite. Voilà. Alors on reviendra évidemment parce qu'on approche la question de l'évaluation, mais on a l'impression qu'on n'y touche pas tout à fait, mais évidemment, on est tout près. Continuons notre tour de table pour l'instant. Jean-Marc Lépiné, alors vous avez fait sa connaissance déjà depuis 2 jours. Néanmoins, en tant que CNAEMO, comment reçois-tu cette question de l'évaluation de la pauvreté, etc. Donc j'en parle, je dirais, autant en tant que président qu'en tant que chef de service, où effectivement, de ma place de chef de service, je considère que ma première mission, c'est d'être garant effectivement d'une évaluation digne de ce nom. Et pour effectivement vérifier qu'il y a une évaluation digne de ce nom, je dirais qu'il y a, évidemment ça va être un petit peu caricatural, mais pour moi il y a trois éléments essentiels qui doivent un peu structurer cette première évaluation. C'est d'abord de bien repérer le parcours du jeune et donc toutes les procédures de signalement, toutes les arcanes par lesquelles la famille a pu passer, y compris les enfants. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quand on intervient en AMO, effectivement, il ne faut jamais oublier tout ce qui a pu se passer en amont. Faire fi de ça, pour moi, c'est une erreur technique et éthique fondamentale. La deuxième, qui paraît aussi importante, c'est ce qu'on dit toujours au CNAEMO, c'est l'inscription sociale des familles. C'est-à-dire qu'il faut absolument contextualiser la situation qu'on a évaluée et nécessairement la fameuse inscription sociale qu'on répète au CNAEMO depuis de nombreuses années. Ça nous paraît très très important de bien appréhender ça dans sa globalité. Et puis évidemment, l'autre aspect, c'est comment la famille s'est repérée dans tout ça, quel regard elle a elle-même sur l'évaluation de la situation, comment déjà elle a intégré les évaluations qui ont été faites sur elle, à côté d'elle, avec elle, et de voir un peu à partir de là comment on peut commencer à rentrer dans un processus d'analyse, de problématisation. Voilà. Merci pour l'instant. Alors, on aurait dû donner la parole également à une responsable du service social de l'éducation nationale. Pour des raisons de santé, au dernier moment, cette personne n'a pas pu nous rejoindre, Madame Guyard, mais on comprend qu'elle soit retenue pour ces raisons-là. Alors, on continue, s'il vous plaît, et je suis content de donner la parole à Bérangère Tailleux, qui est présidente du CNDPF. Même chose, on ne fait pas comme si tout le monde connaissait CNDPF. Merci, Bérangère. Non, mais je suis trop contente justement d'en parler. Le CNDPF, c'est le Carrefour national des délégués aux prestations familiales.
Donc ce mouvement est un petit CNAEMO, si je puis dire. En fait, nous sommes une association comme le CNAEMO et nos adhérents sont les services qui effectuent de la MJAGBF, donc de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial. Je remercie toujours les législateurs de nous avoir affublés d'un nom aussi poétique. Et puis les services qui effectuent de la mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale, puisque depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus quand la date exacte, mais nous avons ouvert notre mouvement aux services qui effectuent de la mesure AESF. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais dire par rapport à l'évaluation, c'est qu'en général, quand les mesures nous arrivent, elles ont déjà été évaluées, puisque nous sommes une mesure judiciaire et donc une mesure subsidiaire. Un gros problème que nous constatons, j'allais dire, sur la France, peut-être les dom-toms, c'est que, je reprendrai ce que disait Madame Corbet tout à l'heure, c'est intervenir en temps voulu. Malheureusement, en ce qui nous concerne, les situations nous arrivent, sont évaluées, réévaluées, surévaluées, et elles nous arrivent bien souvent avec une épée de Damoclès sur la tête, c'est-à-dire quand les conditions matérielles et financières de la famille sont extrêmement précarisées. Et peut-être que tout le monde imagine qu'on a une baguette magique, mais on ne l'a pas trouvée encore. Enfin, voilà. C'est quand même extrêmement difficile quand on arrive et que l'expulsion est imminente ou quand on arrive et que les conditions matérielles et financières sont extrêmement dégradées. Je voudrais juste un tout petit point quand même. Je voudrais faire une différence entre précarisation et pauvreté, parce qu'on peut être précaire sans être pauvre, mais en général, quand on est pauvre, on est précaire. Mais on peut être précaire sans être pauvre, c'est-à-dire que si on a des CDD à répétition, on est dans la précarité, puisqu'on ne peut pas accéder à un certain nombre d'ouvertures de droits, on ne peut pas louer forcément un appartement facilement, on ne peut pas emprunter de l'argent, on ne peut pas, voilà, et puis on ne sait pas si demain on va retrouver du travail. Et la question de la précarité, c'est effectivement de ne pas savoir ce que demain va être. Et ça vous met dans des conditions de stress et d'organisation familiale et sociale qui n'ont strictement rien à voir avec, je veux dire, une stabilité. Et ça met aussi en péril l'affection, l'affectivité, les relations sociales. Par contre, effectivement, les gens pauvres sont toujours dans la précarité. Voilà. On aurait l'impression, à t'entendre, que cette pauvreté dont tu parles, finalement, elle ne s'évalue même pas, elle s'éprouve, simplement. C'est-à-dire que la pauvreté, oui, elle s'éprouve et elle est là tous les jours. Et en fait, ce qui est quand même assez intéressant, c'est la manière dont les familles vont avoir des compétences pour gérer cette pauvreté. Alors, je ne dis pas que c'est des compétences socialement admises, mais en tout cas, elles développent des compétences. Et d'ailleurs, à ce propos, je signalerai l'excellent article de Anna Perrin-Heredia dans les ASH du mois de 2014, vous les retrouverez, où elle développe les compétences des familles qui sont en situation de pauvreté, comment elles s'organisent, et c'est extrêmement intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est socialement admis, mais en tout cas, c'est très pertinent. Et puis, mais la précarisation, c'est autre chose. On peut être, entre guillemets, avoir un travail, on peut avoir un appartement, mais être précaire, c'est quand même une situation de stress, c'est une situation qui nous amène effectivement, qui peut amener et qui amène à être dans une relation extrêmement compliquée. Merci. Alors, dernière intervenante de cette table ronde, Madame Martin Blachet, directrice générale du JIPED. Éclairez-moi au moins sur ce qu'est le JIPED. Et puis, même question, évaluer la pauvreté, en quoi ça vous déstabilise cette affaire-là? Alors, sur le GIP Enfance en danger, merci pour le clin d'œil tout à l'heure, puisque ces dames nous ont présenté l'appel au 119. Donc, effectivement, le GIP Enfance en danger, c'est 2 services. C'est le 119, qui est donc la ligne téléphonique gratuite 24/24 pour les enfants qui peuvent être en situation de danger. Et puis, c'est depuis 2004, cette ligne téléphonique existe depuis 25 ans. En fait, cette année, c'est 25 ans. Et puis, l'Observatoire national de l'enfance en danger, l'ONED, qui, lui, par contre, est beaucoup plus jeune, puisque nous avons fêté l'année dernière ses 10 ans.
et qui a plus pour vocation, autant le numéro de téléphone, la ligne téléphonique est un service opérationnel de contact direct avec le public, autant l'Observatoire a d'autres fonctions. Il a une fonction d'observation à l'échelon national de la politique publique de protection de l'enfance. Il remet chaque année un rapport au gouvernement et au Parlement dans lequel nous faisons une étude sur le dispositif de cette politique publique avec chaque année un focus particulier sur un des aspects du dispositif de la politique publique. Alors avant, et je ne suis pas sûre que je vais répondre tout à fait à votre question telle que vous me la posez, mais j'avais envie de revenir peut-être sur la question du paradigme de la politique publique de protection de l'enfance en France, parce que finalement, quels ont été ces fondements? Je rappellerai que la première intervention de l'État dans la vie privée des familles, ou en tout cas dans sa fonction de protection, c'est une loi de 1811 qui mettait pour obligation au service de l'État de prendre en charge les enfants abandonnés. Donc finalement d'être dans une posture de substitution à l'exercice évidemment de la fonction parentale. La deuxième loi qui me paraît assez intéressante, puisque celle-ci elle va intervenir vraiment sur la question de l'exercice de la fonction parentale, c'est la loi de 1889 qui est en fait la loi qui fonde la déchéance des droits parentaux pour les motifs suivants: mauvais traitement compromettant la santé, la sécurité et la moralité du mineur. Donc on voit déjà préfigurer santé, sécurité, moralité qu'on va trouver évidemment dans les textes du Code civil après. Et qui, pour Jacques Comaille en tout cas, pour lui, c'est la jeunesse des politiques publiques familiales. C'est-à-dire que c'est vraiment la première introduction de la puissance publique dans la sphère privée des familles, et évidemment par une décision radicale, puisque c'est la déchéance des droits, est totalement substitutive, puisqu'à ce moment-là, l'État, évidemment, se substitue aux parents. Et puis un troisième texte, et je m'en arrêterai là, qui me paraît assez intéressant, parce que je pense que c'est les prémices de l'assistance éducative, et pourtant qui date de 1935, et c'est la création d'une mesure de surveillance d'assistance éducative aux familles, sous l'autorité du juge, dès lors que la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation sont compromis ou insuffisamment sauvegardés par les pères et mères. Donc voilà, il me semble que ce socle de 3 textes antérieurs à la mise en place de la dualité du système dans les années 58-59 qui nous ont été rappelés ce matin préfigure déjà les fondamentaux sur lesquels se justifie la politique publique de protection de l'enfance. Le tournant un peu, je dirais, et ça a été évoqué par Madame Doris ce matin, c'est que dans la dualité du système, dans les textes 58-59, c'est si le danger relève toujours de l'assistance éducative, la notion de risque de danger ouvre la mise en place de la protection administrative. Et ça change la donne d'une certaine façon, parce que c'est finalement, ça vient conforter l'idée, autant dans le décret de 1935, on sous-entend la possibilité, entre guillemets bien évidemment, d'une éducabilité possible des parents, et avec la protection administrative, on vient introduire la notion qu'une prévention du risque de danger pourrait évidemment créer les conditions favorables pour l'enfant. Alors, le deuxième point, j'avais envie de faire un petit détour par l'Europe, si vous me permettez, parce que finalement, les politiques publiques françaises, elles s'inscrivent aussi dans un contexte européen. Et nous, en tant qu'États membres, évidemment, nous sommes aussi soumis à des recommandations qui sont prises par le Conseil des ministres de l'Europe. Et rappeler que dans le cadre des recommandations de l'Europe, il y a un certain nombre de textes qui nous intéressent. Il y a un texte évidemment sur les politiques publiques de protection de l'enfance qui sont plutôt des textes qui recommandent aux États membres de développer des politiques publiques de protection de l'enfance centrées sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc ça renvoie en quelque sorte à l'article 2 de la loi de 2007 qui centre effectivement cette politique publique sur l'intérêt supérieur de l'enfant, sur les besoins de l'enfant et le respect de ses droits. Donc ça, je pense que ce matin, nous avons eu une démonstration tout à fait intéressante sur le sujet. Il y a eu ce matin un débat autour de la question de la parentalité avec la référence à Didier Houzel, et dire que là aussi, il y a des recommandations européennes sur un concept que l'Europe appelle la parentalité positive et qui pourrait un peu renvoyer, même si elle est beaucoup moins travaillée
que la présentation du travail de Didier Houzel avec ses 3 axes de parentalité, elle renvoie quand même à la question de l'exercice de la fonction parentale et effectivement, qu'est-ce que l'autorité parentale et qu'est-ce que l'exercice de la fonction parentale tel que ça figure dans notre Code civil, qui me paraît, moi, tout à fait intéressant. Puis il y a un 3e texte que je trouve également extrêmement intéressant, qui est un texte qui concerne l'accessibilité aux services sociaux pour les enfants, avec un certain nombre de critères auxquels les services sociaux doivent pouvoir répondre pour que les enfants qui ont besoin de mesures d'aide puissent trouver l'aide requise auprès des services sociaux avec des critères d'accessibilité, des critères de disponibilité, des critères de professionnalisation, des critères d'évaluation. Et donc, je reviens à la question de l'évaluation. J'ai fait un grand détour, mais quand même, je retombe sur mes pieds. C'est qu'effectivement, dans cette recommandation sur les services sociaux, eh bien, la notion de capacité à évaluer la situation de l'enfant lui-même, de sa famille et de son environnement, c'est-à-dire finalement ce qu'on retrouve dans la loi de 2007, eh bien, figure dans ces recommandations. Le dernier point, c'était le point que vous avez évoqué. Ça me semble compliqué en fin de journée comme ça de débattre, parce que je pense qu'on pourrait en débattre longtemps sur la question du contrôle social et sur la question du lien entre pauvreté et contrôle social. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus sur des termes, mais ça peut ouvrir un débat. Vous avez parlé de la précarité, on est plus sur un débat famille vulnérable, c'est-à-dire effectivement qu'un certain nombre de contextes sont des situations qui créent des facteurs de risque auxquels les familles peuvent être confrontées et qui peuvent, d'une certaine façon, contribuer à ce que ces familles puissent ne pas pouvoir assurer leur responsabilité parentale. On sait que, par exemple, dans les dispositifs de protection de l'enfance, et ça, c'est pas partagé qu'en France, c'est partagé avec nos collègues européens, il y a un certain nombre de profils de familles qu'on retrouve de façon beaucoup plus fréquente, qui sont les familles monoparentales, mais parce qu'on sait aussi que les familles monoparentales sont statistiquement particulièrement représentatives dans la pauvreté, les familles nombreuses, les familles avec enfants porteurs de handicap, les familles en situation de migration, etc., etc. Donc effectivement, je pense que moi, je serais plutôt sur une approche famille vulnérable plus que véritablement pauvreté. Alors, merci. Stéphane. Bien, alors le temps nous est compté puisque nous devons terminer impérativement dans une demi-heure et laisser la parole à la salle pendant 15 minutes. Donc il nous reste 15 minutes eh bien, pour développer le point que vous avez développé, c'est-à-dire celui du rapport entre l'évaluation et la pauvreté et la question aussi de l'éventuelle stigmatisation, c'est-à-dire de quelle manière finalement on peut effectivement considérer qu'il y a des facteurs de risque, mais en dehors des facteurs de risque qu'il s'agit effectivement aussi d'évaluer. De quelle manière lutte-t-on contre sa tendance éventuellement à être rattrapé par des représentations stigmatisantes et de quelle manière parvient-on aussi à lutter à l'extérieur contre ces représentations qui peuvent être stigmatisantes de la pauvreté et qui peuvent contraindre en fait une évaluation qui pourrait se faire peut-être plus sereinement. Alors, Bérangère. Moi, je voudrais revenir quand même sur la question, parce que nous, on touche à l'argent des familles et nous avons la gestion des prestations familiales. Oui. Et moi, je voudrais quand même revenir aussi sur cette représentation, puisque effectivement, on a des familles vulnérables. Alors, sur la vulnérabilité, après, il y a plein quand même de dispositifs. Hein. Aujourd'hui, entre l'administratif, le judiciaire, la protection des personnes. Mais sur la question de la gestion de l'argent, je pense aussi qu'il faut quand même qu'on travaille énormément sur nos représentations. Parce qu'aujourd'hui, parler de mettre sous tutelle, même si j'aime pas ce nom, les prestations familiales des familles, il y a encore une atteinte à la liberté dans la tête de beaucoup d'entre nous. Or, moi, je défends l'idée que par un certain temps de contrainte, pas forcément ad vitam aeternam, mais par un temps de contrainte, on peut quand même aider les familles à sortir la tête hors de l'eau. C'est-à-dire que je pense que parfois, nous, les travailleurs sociaux, nous ne savons pas parler d'argent. On sait peut-être parler d'amour, mais on ne sait pas parler d'argent. Et je trouve que c'est quand même... Je voulais revenir sur la question des références partagées. Parce qu'effectivement, il me semble que si nous ne savons pas de quoi on parle, c'est difficile ensuite, ensemble, de travailler ensemble autour des familles. Et pour moi, c'est vraiment très important. Souvent, les
les gens qui signalent ou qui interpellent disent oh, mais déjà, ils ont déjà tellement de problèmes, si en plus on leur retire les allocations familiales. Il n'est pas question de leur retirer, il est question de travailler avec eux sur comment on va pouvoir effectivement sortir de conditions matérielles et financières qui parfois, après, permettent aussi de traiter d'autres questions. Alors, sur cette même question. Alors, on avait organisé l'année dernière les assises sur la pluridisciplinarité. Alors ça a été dit encore tout à l'heure dans la salle, c'est-à-dire que pour nous, le moyen essentiel de travailler la question par rapport à la question du contrôle social, où on sait bien qu'on a du pouvoir et qu'on peut en abuser. Et que le lieu, évidemment, pour traiter ces questions-là, pour traiter la question de nos représentations, c'est bien le travail en équipe et en équipe pluridisciplinaire. Pour nous, il n'y a pas d'AMO ni d'AED sans travail en équipe pluridisciplinaire, pluriprofessionnel. Le CNAEMO l'affirme et le réaffirmera encore dans les travaux qu'on peut faire au niveau de la CNAP et pour se faire mieux entendre encore au niveau des pouvoirs publics. Et pluridisciplinarité, c'est pour aussi, encore une fois, aboutir à ce qu'on appelle la transdisciplinarité. C'est un petit peu ce que j'ai essayé d'aborder dans mon propos, dans mon discours introductif de ces assises, c'est-à-dire que, c'est ce que dit Salukart, c'est-à-dire la clinique transdisciplinaire de l'intervention sociale, c'est-à-dire de bien faire en sorte qu'il n'y a aucun corpus théorique qui, à lui seul, peut rendre compte d'une situation. Donc la pauvreté, c'est effectivement, la vulnérabilité, c'est effectivement un critère des problématiques sociales qu'on peut rencontrer, mais ça ne peut pas, on ne peut pas se contenter de ça, et on sait bien que globalement, quand même, les gens qu'on peut suivre, ils ne sont pas pris en charge ou pris en compte, comme tu aimes tant à le dire, Michel, en AMO ou en AED pour des raisons strictement de pauvreté. Mais bien sûr que c'est un aspect qu'il faut absolument appréhender. Et cette fameuse transdisciplinarité, c'est bien d'aborder les choses dans leur contexte général, de croiser les regards pour effectivement aussi se méfier de soi-même, de ses représentations, de ses idéologies, de ses jugements approximatifs, de ses projections aussi au regard de notre subjectivité. Donc voilà, c'est vraiment la transdisciplinarité qui pour nous est vraiment, je dirais, l'outil essentiel, le principe essentiel pour se méfier entre guillemets, du mauvais contrôle social. Alors on peut poursuivre sur cette ligne, si je puis dire, parce que évaluer comment je voudrais creuser un petit peu ce sillon. Au fond, l'idée que j'ai en tête, c'est que si je ne sais pas comment j'évalue quand même. Oui, et donc est-ce qu'on peut essayer d'avancer là-dessus? Oui, juste un petit préambule sur la notion de contrôle social, qui est posée comme une interrogation dans l'intitulé de ces journées. Pour moi, c'est une évidence que oui, toutes nos interventions sont une forme de contrôle social. Ça échappe peut-être, mais c'est une réalité. C'est qu'à un moment donné, il y a une intrusion de l'État, d'un représentant de l'État qui est le magistrat, donc la sphère publique, dans la sphère privée qui est la famille. Donc à un moment donné, c'est bien quelque chose qui a débordé de l'intime pour arriver dans le public. Et au nom d'une valeur supérieure qui est le bien-être de l'enfant. De fait, il y a effectivement un contrôle social par rapport à ça. Et c'est aussi, si ça échappe de façon différente. On parlait des différentes pauvretés, etc. Il y a aussi des communautés qui sont en capacité de contenir à certains moments. Et pour certaines communautés, alors je dirais quelquefois des communautés au sens économique, au sens religieux, au sens culturel. Oui. Quand ça déborde la communauté, c'est vraiment que la communauté ne peut plus contenir. Et à ce moment-là, ce sont en général des situations relativement graves, on va dire. Donc c'était pour revenir sur cette notion de contrôle social, c'était important pour moi. Ce sont des mots qui dérangent dans le social, mais en même temps, c'est comme l'argent, ce sont quand même des notions qu'il faut non pas les affronter, mais y faire face, quoi. L'évaluation, alors je rejoins tout à fait mon collègue sur la question de la pluridisciplinarité, qui est la question de l'équipe, plusieurs disciplines, l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité qui devient le croisement des compétences professionnelles spécifiques, c'est essentiel effectivement dans cette prise de recul parce qu'on parle des pauvretés des familles. Je dirais que d'une certaine manière, nos richesses de travailleurs sociaux deviennent aussi des pauvretés, risquent de devenir des pauvretés dans l'approche des situations familiales parce qu'on a une capacité de réflexion, d'analyse, etc. qui vient du coup regarder les choses autrement. Et j'imagine qu'il
qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui me contredira en disant qu'aborder une maman qui est un petit peu limitée intellectuellement, c'est quand même beaucoup plus facile qu'aborder deux parents qui sont dans un conflit parental tellement exacerbé qu'ils ne voient plus leur gamin comme un gamin, mais comme l'objet qui peut être utile à leur conflit. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des réactions en tant que travailleurs sociaux qui font qu'on aura un abord beaucoup plus clément, je dirais, face à certaines situations familiales que par rapport à d'autres. Donc se prémunir de ces pouvoirs, entre guillemets, qui nous sont donnés avec une équipe, avec une réflexion d'une équipe, avec plusieurs disciplines, c'est absolument essentiel. Donc je rejoins tout à fait ce qui était dit. La méthode, on a parlé de la méthode, voilà, hein, qui est à... Méthode, démarche. Méthode, démarche, mais en tout cas quelque chose, le social vient de loin, de quelque chose de l'ordre de la relation, de quelque chose de la psychanalyse essentiellement. Les choses ont évolué au fil du temps, on le voit dans les formations des jeunes professionnels, donc cette méthode, elle est importante. C'est-à-dire qu'il faut aussi que soient réfléchis dans les équipes des méthodes d'évaluation pour avoir aussi des points d'appui qui permettent, même si ce sont des points un peu fixes de repères, mais qui permettent à la fois toute la richesse d'un panel de personnes différentes, parce que sinon, je dis toujours, on n'a plus qu'à mettre des petits robots à la place des travailleurs sociaux, si on veut que tout soit fait de la même manière par tout le monde. Donc il y a cette richesse humaine qu'il faut préserver, mais avec des basiques qui assurent le côté professionnel de nos équipes au niveau de l'investigation. Voilà, bon, c'est ce que je voulais dire sur l'évaluation. Merci. Du côté du procureur de la République, la démarche pluridisciplinaire, ça doit être compliqué, cette affaire. Oui, mais c'est fondamental. Quand j'ai démarré dans un parquet mineur il y a une vingtaine d'années, quand j'avais un signalement, je remplissais une requête en indiquant le nom des mineurs à protéger. Et, on avait une formule type qui nous permettait après de saisir directement le juge des enfants. Et depuis la loi 2007, et je crois que c'est une pratique qui est un peu généralisée dans tous les parquets, maintenant, quand on fait une requête aux fins d'ouvrir une procédure en assistance éducative, on prend soin de motiver notre saisine du juge des enfants et cela nous impose, ça nous oblige de vérifier qu'on a un danger qui est caractérisé. Et justement, l'évaluation pluridisciplinaire, là, elle est importante parce qu'elle permet de vérifier qu'on est sur un danger avéré ou un risque de danger suffisant pour basculer sur une saisine judiciaire et qu'on est vraiment arrivé au bout des capacités d'accompagnement de la famille dans un cadre administratif. Et le constat que vous faisiez tout à l'heure sur les mesures d'accompagnement à la gestion budgétaire, en disant que c'était des situations très dégradées qui arrivaient et qui finissaient par basculer sur une prise en charge judiciaire, on fait le même constat également sur les mesures d'assistance éducative. Et c'est vrai que devant certains signalements, on se dit « Oh, la marge de manœuvre, elle paraît bien mince » parce qu'il y a eu un vrai travail d'accompagnement qui a été fait. Et le judiciaire, la saisine judiciaire, c'est pas non plus la baguette magique et qu'on imagine parfois un petit peu mal des solutions qui vont pouvoir se dégager et qui vont être autre chose qu'un placement qui est quand même la solution ultime et définitive en termes d'accompagnement éducatif, en tout cas pour les familles. Et juste une petite expérience personnelle, puisque j'ai eu la chance d'exercer outre-mer, à La Réunion en tant que juge des enfants pendant 4 ans et à Fort-de-France au parquet, donc en charge des mineurs. Et je crois que la question de l'accompagnement des familles sur le plan budgétaire, c'est une question qui est vraiment très très sensible et qui est différemment abordée en fonction de l'endroit où on se trouve. Parce qu'à La Réunion, quand j'y étais en poste, j'ai quitté La Réunion en 2009, on n'avait pas de saisine en mesure d'accompagnement à la gestion budgétaire. Il n'y avait pas de décret d'application. Avec les collègues qui étaient en place, ça nous apparaissait un outil de travail très important et il nous paraissait vraiment nécessaire qu'on essaye de travailler à la mise en place également cette mesure sur ce département d'outre-mer. Et en Martinique, où j'étais beaucoup plus récemment, nous n'avions pas non plus de saisine pour ce type de mesure. Et notamment, quand on recevait un dossier en dessaisissement qui venait de la métropole, on se posait la question de savoir comment gérer le dossier et si on devait, pour le coup, basculer en assistance éducative. Donc c'est effectivement une question qui est une question centrale et dont l'appréciation à la gestion est vraiment très difficile. Alors, du côté de l'aide sociale à l'enfance, on y revient, pluridisciplinarité, transdisciplinarité ou pluriprofessionnalité? Alors, pour l'évaluation des informations préoccupantes, postulat de base, nos travailleurs sociaux évaluent les informations préoccupantes toujours en binôme, à minima au départ. Alors, soit quand c'est un enfant de 0-6 ans, je vous le fais court, l'assistante sociale et la puéricultrice. Si c'est un enfant au-delà de 6 ans, l'assistante sociale et l'éducateur ou l'éducatrice. Ça, c'est le postulat de base. À ces travailleurs, à ces professionnels-là,
viennent s'adjoindre tout au long de l'évaluation d'autres professionnels, médecins ZE, infirmières, sages-femmes, psychologues, enfin voilà. Donc le rapport d'évaluation d'informations préoccupantes, là, une fois de plus, on est dans un cadre bien précis, est fait dans la pluridisciplinarité. On a fait un travail dans notre département déjà, un travail commun, d'avoir déjà un document commun, c'est-à-dire le rapport d'évaluation. On a travaillé ce document. Maintenant, on s'est organisé, la cellule existe depuis 2009 dans le département. Donc on s'est organisé sur les 9 centres médico-sociaux. On a maintenant un référent information préoccupante par centre médico-social et on est en train de mettre en place un travail de référentiel commun par rapport à l'évaluation, par rapport aux éléments d'information préoccupante, parce que là aussi, c'est la première évaluation, je dirais, l'évaluation administrative, puisque quand on reçoit les éléments à la cellule, si ce sont des éléments qui nécessitent une saisine sans délai du parquet, on n'évalue pas. On envoie les éléments, mais si on évalue, on va évaluer en administratif et quelquefois, on parlait tout à l'heure de l'éducation nationale, qui est quand même une des grandes portes d'entrée de l'information préoccupante, on a déjà des professionnels qui ont pré-évalué une situation et à laquelle nos professionnels vont venir s'adjoindre pour aller un petit peu, je dirais pas un petit peu plus loin, parce qu'elles sont complètes aussi, leurs évaluations, mais aller dans un autre domaine que celui du domaine scolaire, par exemple de la sphère sociale, enfin voilà. Donc, pour l'instant, enfin, de ce qui est travaillé, ce qui est rendu dans les rapports d'évaluation, il est vrai qu'on ne met pas d'éléments de budget. Voilà, on inscrit si le budget est équilibré, déséquilibré, par quoi il l'est, si la situation familiale effectivement est impactée par des difficultés financières. Voilà, mais on n'est pas sur l'établissement d'un budget. Après, on va le débattre avec les référents IP quand on va travailler tout ça, mais c'est un peu, comment dire, une culture. C'est une évaluation, enfin, en ce qui me concerne, nous concerne, c'est une évaluation administrative et effectivement, autant ce budget est important dans l'évaluation, mais il ne doit pas être un socle d'évaluation de la situation familiale. Voilà. Est-ce que ça rejoint un petit peu Stéphane ? Il nous reste un quart d'heure, donc je pense que le temps est venu peut-être de passer la parole à la salle pour quelques questions. Alors, très bien, une main se lève, les micros s'approchent comme par magie en général. On ne me fera pas croire qu'il y a des moments où la magie ne fonctionne pas. Alors, vous voulez bien descendre ? Voilà, levez la main s'il vous plaît pour qu'on vous voit bien. Au milieu, devant. Un peu plus bas encore. S'il vous plaît. Voilà. Merci. Bonjour, Aurélie, assistante sociale sur Marseille, dans les quartiers nord. En fait, moi, la question qui se pose au quotidien, en termes d'évaluation, c'est comment protéger un enfant quand c'est l'environnement immédiat qui est dangereux. C'est comment faire en sorte de le protéger quand à côté de lui, il y a des dealers, qu'on fait pression sur la famille pour leur permettre d'entrer quand il y a une descente de police, quand il y a la cache d'armes d'à côté, quand des enfants se font battre par les dealers parce qu'ils refusent d'aller faire leurs courses. Et que s'il y a des carences au domicile, oui, le projet de placement va se poser du fait de l'environnement immédiat. Et d'un point de vue éthique, en tant que service de protection de l'enfance, c'est réellement un problème pour nous au quotidien. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une réelle question, mais c'est notre quotidien à nous aussi. Alors, merci. Évidemment, des réponses multiples, j'imagine. Jean-Marc. Il faut en débattre en équipe. C'est mettre maintenant, mais qu'est-ce qu'on peut faire effectivement? Vos marges de manœuvre sont extrêmement réduites et effectivement il faut évaluer le danger et de voir un petit peu qu'est-ce qui est prioritaire. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement c'est l'extraire de son quartier qui est effectivement dangereux, et j'entends bien ce que vous dites, ou est-ce qu'il faut le maintenir dans la famille en essayant de protéger? Mais ça ne peut se débattre qu'en équipe. C'est-à-dire que chaque situation, encore une fois, est unique et chaque situation doit faire l'objet d'une évaluation singulière. Mais j'entends bien, ce sont des problèmes...
En tout cas, on a revient à la question de la pauvreté qui là vient vraiment faire sens, puisque sûr, évidemment la bien mutation dans un autre appartement ne sera pas possible parce que ce sont des familles pauvres et qu'elles resteront toujours dans les quartiers nord, et qu'à un moment donné, la question des moyens de la pauvreté vient vraiment au cœur de notre intervention. Et oui, en effet, les pauvres se retrouvent dans ces cas-là plus souvent placés. Mais bien sûr, bien sûr. Oui. 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 Juste un mot, on en parlait un peu ensemble. Nous, il nous semble que là, la trans-service ou trans-institution, je ne dis pas que ça donne des réponses, mais peut-être travailler avec les associations de quartier, peut-être travailler avec d'autres partenaires, les CLSPD, voilà, c'est une idée, hein, c'est absolument pas... et rester tout seul, à mon sens, il n'y a pas de réponse, et c'est vrai que c'est une réponse face à la pauvreté, parce que s'il y a un peu plus d'argent, il y aura peut-être moins de dealers, enfin, ou bon, je veux dire, c'est des réponses derrière qui sont au-delà de notre travail de tous les jours, et que nos moyens sont très faibles par rapport à cette question, et que je sais bien, je connais bien la question du relogement des familles pauvres, où en plus on ne va pas les reloger parce qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir assurer, si ce n'est des fois les charges, même pas le loyer, mais les charges liées au logement. Donc cette question, elle est vraiment très, très importante. Moi, il me semble, et c'est une des choses que je cherche dans l'évaluation aussi, c'est comment est-ce que nous, de là où on est, si on unit nos forces, peut-être, ou nos désarrois, à ce moment-là, peut-être qu'on est plus fort, et que je ne dis pas qu'on arrivera à résoudre tous les problèmes, mais en tout cas, peut-être on arrivera déjà à se remonter le moral, peut-être à avoir du désir pour notre travail, c'est déjà pas mal, et peut-être qu'on arrivera ensemble avec les partenaires, mais qu'ils soient même police, lycée, collège. Je sais bien que la police ne rentre plus hein, dans ces... Pardon ? Oui, je sais bien, on a les mêmes choses, pas forcément dans les quartiers nord de Marseille. Mais voilà, c'est des débuts de pistes, des débuts. Une autre intervention dans la salle, peut-être ? Alors, allez-y. Très bien, une et puis deux ensuite un peu plus haut. Très bien. Je vous en prie. Oui, ma question porterait, vous avez évoqué la possibilité de passer du terme pauvreté à celui de vulnérabilité. Pauvreté signifiant être en connoté du côté du contrôle social, si j'ai bien compris et entendu, et vulnérabilité qui pour moi évoque davantage le soin, l'accompagnement et l'aide. Or, il y a bien la contradiction, on joue bien à ce niveau-là. Est-ce que le terme de vulnérabilité est neutre? Est-ce qu'il ne dissimule pas une part d'idéologie, au sens où il est, sans vouloir évacuer la question de la responsabilité des familles, est-ce que ce terme de vulnérabilité est-il vraiment neutre et ne cache-t-il pas la question des inégalités sociales et politiques et des enjeux de conflictualité? Voilà, par exemple, pour les mères, vous avez parlé des mères monoparentales, des familles monoparentales, des familles migrantes, etc. Et donc les inégalités sociales, ce serait par exemple la carence de lieux d'accueil pour les jeunes enfants, le code du travail qui est mis à mal, etc. Donc est-ce que parler de vulnérabilité, ça n'est pas masquer un petit peu idéologiquement la question de la pauvreté et du contrôle? Alors juste sur un point, moi j'ai parlé de pauvreté et de précarisation, parce que la vulnérabilité dans le cadre de la mesure AGBF, ça renvoie effectivement à la question de la protection juridique des majeurs. Et là, on est bien sur idéologiquement, on est bien sur autre chose. Donc, je vais plutôt laisser la parole à madame qui a employé la question de la vulnérabilité. Je ne vais pas complètement répondre à votre question. Est-ce que derrière, puisque effectivement on sait bien que si on passe de la question de ce que monsieur évoquait, la pauvreté subie, à la question de la vulnérabilité, est-ce que ce n'est pas une façon de glisser d'une certaine façon d'une posture, j'ai envie de dire, non responsable de sa situation à une posture qui pourrait laisser penser que finalement la personne serait quelque part contributive à sa situation de fragilité. Donc ça, on sait bien qu'il y a des débats là-dessus. Peut-être dire quand même qu'aujourd'hui,
je n'étais pas tellement partie sur discuter sur ce contexte-là, mais enfin, dire que d'abord, il y a des recommandations européennes actuellement sur effectivement la lutte contre la pauvreté, donc en particulier avec le programme 2020 qui prévoit que l'ensemble des États membres mettent en place, par le biais de la plateforme 2020, toute une stratégie de politique nationale. Et à cet effet, la France a produit un plan gouvernemental en février 2013 sur la question de la lutte contre la pauvreté. Après le rapport Chérec d'évaluation de cette politique publique, eh bien, le programme 2014-2015 vient de sortir, a fait l'objet d'ailleurs déjà de réactions des uns et des autres dans différents secteurs. Mais en tout cas, on sait aussi bien à l'échelon européen qu'à l'échelon national que effectivement cette question de la pauvreté, elle vient percuter une problématique aujourd'hui importante que nous partageons tous au niveau européen, qui est l'augmentation de la pauvreté infantile. Et que cette question de la pauvreté infantile aujourd'hui, elle ne peut pas être prise en considération. Elle ne peut pas ne pas être prise en considération par les politiques publiques, puisqu'on sait que du côté de la pauvreté, comme ça a été dit tout à l'heure, on n'est pas simplement que sur de la pauvreté monétaire, mais on est aussi sur de la pauvreté culturelle, on est sur de la pauvreté en termes d'accès aux soins, d'accès à l'éducation, d'accès à la culture, d'accès aux loisirs, etc., etc. Et que donc finalement, cette question de l'augmentation aujourd'hui de la pauvreté infantile, qui est de 2 points supérieure pour la pauvreté infantile par rapport à la pauvreté adulte en France aujourd'hui, est effectivement une dimension que nous devons prendre en considération. Alors, effectivement, la question aujourd'hui, et ça m'amène simplement à faire une observation sur la question de l'approche des politiques publiques en France du côté des politiques sociales, et dire que effectivement, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, peut-être par vous, monsieur, sur la question d'une approche politique sociale de type assistanat. Mais on voit bien aujourd'hui, quand on regarde toutes les différentes lois, que ce soit effectivement le RMI, puis le RSA, puis la loi sur le handicap, etc., on voit bien qu'aujourd'hui, ces politiques sociales, elles sont passées de l'assistanat à des approches de politique de compensation. Et donc la question qui peut se poser aujourd'hui, et qui n'est pas sans interroger notre Constitution et nos valeurs, qui sont les valeurs universelles et d'égalité de traitement, eh bien effectivement aujourd'hui, il me semble qu'il y a une interrogation sur le fait de savoir si nous devons avoir des politiques publiques qui sont effectivement des politiques publiques qui auraient peut-être une approche plus, on va dire, d'approche anglo-saxonne de type effectivement approche positive, c'est-à-dire que certes, une offre de service universel, mais qu'à côté de cette offre de service universel, eh bien, on puisse mettre en place des politiques publiques, effectivement, qui aient des soutiens plus particuliers pour des publics qui sont en plus grande difficulté. Alors, merci. Une question encore ? Juste, Michel, sur la pauvreté quand même, sur le développement des enfants. Je veux dire, le développement de l'enfant, tant au niveau scolaire qu'au niveau médical, qu'au niveau staturopondéral, il y a des effets extraordinairement lourds qui nous coûtent, à côté de ça, extrêmement cher. C'est-à-dire que ce qu'on ne dépense pas d'un côté, eh bien, on va le retrouver de l'autre côté sur des prises en charge médicales extrêmement lourdes, qu'on va retrouver sur des rejets de l'école ou qu'on va retrouver sur des enfants qui vont avoir entre 2 et 3 ans de retard scolaire. Et tout ça, on va le payer beaucoup plus cher après. Allez, je vous en prie. Oui, bonjour. Je viens de la sauvegarde de l'enfance du Finistère, où les problèmes sont peut-être moins... Enfin, la violence est pas aussi grande que celle qui était évoquée par ma collègue là au premier rang, mais ça rejoint un peu le même thème. Le nombre de situations dans lesquelles on intervient et où justement on est face à la pauvreté d'une part, mais à la précarisation aussi des réponses sociales qui sont apportées, c'est ce que vous venez de dire. Le nombre d'enfants qui devraient être en ITEP et qui n'y sont pas, le nombre d'enfants qui, au lieu d'être en SECPA, se retrouvent en établissement classique et en situation de souffrance, où leur développement, les conditions de leur développement sont gravement compromises. Le nombre d'enfants pour lesquels des placements sont prononcés et qui restent dans leur famille. Et ça, c'est quelque chose auquel on est confronté quand même quotidiennement. Alors, quoi faire face à ça ? C'est compliqué. Je pense que personne n'a de réponse absolue. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, puisqu'on a beaucoup parlé de la prépondérance du psychologique dans les équipes, qui est, à mon avis, essentielle, de l'éducatif. À mon avis, on est
plutôt, enfin on se débrouille, on sait bricoler au quotidien avec les familles, tant bien que mal, on arrive à ce que les choses avancent, à ce que les familles se sortent de certaines situations. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir un rôle un peu plus politique? Et là, j'aurais envie d'inviter nos encadrants, nos chefs de service, nos responsables d'associations, peut-être, au-delà des mots, à écrire, à prendre leur téléphone, le décrocher quand il faut, pour s'adresser aux autorités compétentes, à l'ARS quand il s'agit d'un ITEP, ou enfin ce genre de choses. Est-ce qu'il faut adresser un IP au Conseil général pour signaler des situations d'enfants qui sont en danger du fait d'absence de réponse sociale satisfaisante? Alors, on le fait, répond... On le fait. Enfin, en tant que chef de service, moi je peux vous dire que je fais monter très souvent à ma hiérarchie, sous quelques formes, quelquefois sous forme de notes, je ne sais pas où elles atterrissent, mais bon, sous forme de notes, mais quelquefois aussi oralement, je m'adresse aux élus ou à ma hiérarchie et on fait remonter, et je pense que tous mes collègues chefs de service, les chefs de CMS, les inspecteurs ASE, ont fait remonter les difficultés. Maintenant, voilà. Mais c'est la fonction du... Dans mon département, après, je ne parle pas des autres. Cette action politique, c'est la fonction du CNAEMO ou du CNDPF de la même manière, et autres, Voilà, bien sûr, oui, tout à fait. de la CNAP plus globalement. Et on est en lien avec les autres partenaires, avec la DZEA, on travaille, enfin, voilà, on essaye d'œuvrer dans le même... Mais ça ne vide pas la question que vous posez. Tout à fait, absolument. Jean-Marc ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est confrontés évidemment au même problème que vous. Donc c'est vrai que je suis chef de service, il y a des réponses qui ne sont pas faites. On en parle en réunion de direction pour voir un peu à quel niveau on peut réinterpeller au-dessus de nous pour faire bouger les choses. Notamment, par exemple, les placements non exécutés. On est là parfois dans des situations d'attente intolérables. Et bien effectivement, là, on va réinterpeller le juge, par exemple, pour qu'il aille asticoter la ZE pour activer le placement, des choses comme ça, bien sûr. Mais après... Le problème, c'est un problème politique, c'est un problème de politique sociale, et c'est effectivement des mouvements comme nous qui, et surtout pas tout seul, mais à notre place, on vient dire effectivement que l'AMO, elle a sa légitimité entière, pleine et entière, mais elle ne peut pas tout. Effectivement, on est confronté à des situations sociales absolument intolérables, et on ne peut pas tout à nous tout seuls. Et c'est vrai qu'il faut faire remonter les problématiques sociales à un autre niveau qui nous dépasse très très largement. Et c'est vrai que notre place doit, en tous les cas dans des associations comme le nôtre, c'est bien effectivement d'avoir aussi un discours politique sur toutes ces carences-là. Une minute. Comme il est 17h passé déjà, une toute dernière intervention. Sinon, je vous propose à chacun, une minute pour conclure. Bon, ben voilà, donc, allez-y, madame, et ce sera votre conclusion à vous. Chacun prendra la parole ensuite. Une citation dont je n'ai pas la source, ça va perdre son charme, qui avait été abordée à Aurillac par Guy Hardy. Les enfants pauvres ne grandissent pas, ils vieillissent. Merci. Madame. Oui, je voudrais quand même conclure sur deux choses en matière d'évaluation. La première, c'est quand même ne pas oublier de se centrer sur l'enfant. Dans notre secteur d'activité, nous avons bien souvent tendance à nous orienter aussi du côté des parents. Bien entendu, l'enfant n'est rien tout seul, mais la pauvreté au sens large, comme je le disais tout à l'heure, peut avoir des effets divers et variés selon les enfants. Il y a des enfants qui ont des capacités d'absorber un certain nombre de choses et sur lesquelles il n'y aura pas forcément d'effet. Et on le voit même dans une même fratrie, avec des enfants qui prennent comme une éponge les difficultés de la famille et d'autres qui ne les prennent pas. Donc ce centrage sur l'enfant, pour moi, est important. C'est quand même notre mission première. C'est le premier point. Deuxième point sur l'évaluation, auquel je tiens particulièrement, c'est qu'on n'est pas uniquement... C'est une banalité en même temps, mais on n'est pas uniquement dans l'évaluation des difficultés, mais on est aussi dans l'évaluation des ressources de la famille. On le dit tout le temps, prendre appui sur les ressources familiales, c'est quand même quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de tirer vers le bas. Et je ferai volontiers en aparté comme ça un petit parallèle avec nos institutions, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie, voilà, on ne pointe pas que ce qui ne va pas, mais aussi on prend appui sur ce qui va bien pour pouvoir avancer. Alors, merci. Madame Schumacher, une minute de conclusion pour ce qui vous concerne. Oui, peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, on prendra appui sur ce qui va bien pour continuer à avancer.
L'évaluation, elle ne peut fonctionner que si on travaille en véritable collaboration. Et il me semble, en tout cas pour le département dans lequel je suis actuellement, que cette collaboration, elle permet de travailler, si ce n'est efficacement, en tout cas de tendre à l'efficacité pour essayer de détecter au plus tôt les situations qui méritent une intervention administrative ou judiciaire. Et je crois que l'intervention au plus tôt dans les problèmes familiaux, c'est vraiment une dimension fondamentale. Après, effectivement, on se heurte aux mêmes difficultés que dans d'autres départements sur les conditions de prise en charge des mesures judiciaires, que ce soit les mesures d'investigation, les mesures d'AMO ou même les mesures de placement qui parfois tardent à être exécutées. Mais je crois que le travail de collaboration entre les services, quels qu'ils soient, est vraiment fondamental et c'est une dimension importante à protéger et à continuer à partager. Madame Parthenay, un dernier mot pour conclure. Un dernier mot, juste des chiffres au niveau des informations préoccupantes, tout simplement. En 2009, quand la cellule a été créée, 320 et quelques informations préoccupantes. 2014, fin 2014, 800 et quelques informations préoccupantes. Effectivement, une augmentation, un dispositif quand même bien repéré, mais je rejoins l'analyse de Madame Schumacher. Une pluridisciplinarité, certes, très importante au moment de l'évaluation, mais surtout un partenariat et un partenariat actif. Jean-Marc, 1 minute pour conclure. J'ai peur de me répéter, mais encore une fois, par rapport aux outils au sein de la UMO, c'est bien effectivement cette pluridisciplinarité qui doit aboutir effectivement à cette transdisciplinarité. Encore une fois, c'est bien surtout pas, parce que c'est vrai qu'il y a des débats actuellement sur il faut dépsychologiser tout ça. Surtout pas, c'est que la psychologie, elle a sa place, mais elle ne peut pas avoir sa place à elle toute seule. Et puis aussi, on doit aussi penser en AMO, certes, la rencontre individuelle avec les personnes est essentielle, mais penser aussi à la diversification des réponses. Et je vous annonce d'ailleurs que ce sera le thème de nos prochaines assises. Bérangère. Voilà. Moi, je voudrais insister effectivement sur ce qui a déjà été dit, c'est d'arriver en amont, parce que, je le répète, si on a moins de moyens sûrement aujourd'hui, mais ça devient de plus en plus dur d'arriver dans des situations extrêmement dégradées avec des moyens contraints. Donc si on arrive un peu en amont, eh bien, on aura peut-être moins de problèmes à trouver des solutions aussi, parce que les choses pourront être débattues avant avec les familles. Merci de voir aussi la question budgétaire, financière. Moi, je suis sur les besoins quotidiens de l'enfant. Et comme je vous disais tout à l'heure, les besoins quotidiens de l'enfant, c'est aussi accéder à la culture, c'est aussi accéder aux loisirs, c'est aussi avoir un toit sur la tête, c'est aussi avoir des bonnes conditions de vie. Et ça, c'est aussi très important, parce que si les conditions de vie sont bonnes, on pourra après, et en même temps, traiter les questions relationnelles qui sont parfois masquées. Allez, merci. Voilà, et puis... Madame Martin-Blachet, 1 minute. Oui, très court. Juste peut-être une façon de décentrer un peu la question, dire combien tout ce travail que vous faites d'évaluation initiale, d'évaluation en cours de prise en charge et d'évaluation en fin de prise en charge contribue à nous aider, puisque nous sommes en charge au type du GIP, au type de l'Observatoire, de mettre en place un dispositif de remontée des données sur cette politique publique à partir des collectivités territoriales, et que ce travail d'observation de cette politique publique qui peut nous permettre de voir quelles sont les problématiques des familles concernées, prises en charge, quel a été le parcours des enfants et quel est le devenir de ces enfants à la sortie du dispositif, eh bien, ces trois phases de moment de la prise en charge du parcours des enfants, des jeunes et de leurs familles, c'est ce qui peut peut-être nous permettre de pouvoir éclairer cette politique publique sur sa pertinence et sur son efficience. Car je vous rappelle, puisqu'on parle d'argent, c'est quand même la première politique publique actuelle sociale qui coûte 7 milliards d'euros, donc qui représente un effort considérable de la collectivité, et que bien évidemment la question de sa pertinence et son efficience est essentielle. Merci Stéphane. Un dernier mot, ce sera la conclusion. Eh bien, un dernier mot pour dire que cette table ronde s'achève, que nous devons remercier les participants de cette table ronde et le public pour son attention. Merci. Merci. Juste, pour ma part, j'ai un message à faire passer. Madame Tailleux, la présidente du CNPF, demande à Monsieur Frédéric Leroy
qui doit intervenir bientôt dans un colloque, voilà, d'entrer en relation, faites connaissance. Vous avez besoin de prendre la parole? Juste pour vous rappeler, pour ceux qui viennent à la soirée festive, que le départ de la navette est à 19h30 à la gare routière. Pour les retardataires, il y aura une deuxième navette à 20h, mais pas plus. Deuxièmement, vous pourrez déguster la blanquette de Limoux, qui est une spécialité locale. Le stand de la blanquette de Limoux se situe juste à la sortie du théâtre pour ceux qui veulent commander pour demain, et les commandes seront prêtes si vous passez les chercher demain en fin de matinée. Voilà, bonne soirée. Merci et bonne soirée.